Dans ce journal, nous parlerons de la journée de jeûne et de prière pour la paix au Burkina Faso. L'appel des autorités religieuses et coutumières d'observer une journée nationale de jeûne et de prière sur toute l'étendue du territoire national. Ce samedi 6 octobre est entendu de tous. Nous faisons le point dans quelques instants. Et puis, en ce début d'année scolaire, nous nous intéressons à l'éducation inclusive. Comment se passe la rentrée scolaire de ces élèves vivant avec un handicap dans le dispositif scolaire normal au Burkina Faso? La réponse à suivre dans ce journal. Et puis dimanche électoral au Cameroun et au Brésil, les Camerounais peuvent choisir entre 8 candidats dont le président sortant Paul Biya qui brigue son 7e mandat consécutif au Brésil. L'extrême droite est aux portes du pouvoir avec le grand favori de cette élection, Jair Bolsonaro, devant son rival du Parti des travailleurs, Fernando Haddad. Bonjour, merci de suivre les actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un très bon appétit si vous êtes à table. Cela dit, ce 6 octobre 2018, décrété journée nationale de jeûne et de prière pour la paix au Burkina Faso à la demande des autorités religieuses et coutumières. Toutes les confessions religieuses donc invoquent à travers prières et actions de grâce la miséricorde divine pour l'unité, la paix et la solidarité au pays des hommes intègres. La situation sécuritaire est une réelle préoccupation et l'on appelle à une véritable union pour atteindre les objectifs d'une paix durable. Le point avec Omar Zombri. Union de prière pour la paix et la sécurité au Burkina Faso. Nous sommes ici à l'église Pentecôte de Ouagadougou. Répondant à l'appel des responsables religieux et autorités politiques du pays, ces fidèles protestants implorent la grâce divine pour que pleuve sur le Burkina Faso la paix et la quiétude. Il est important que nous invoquons l'Éternel pour la paix, parce que c'est lui seul qui peut véritablement amener la paix dans notre pays. Donc nous, en tant que croyants, nous croyons véritablement que c'est Dieu qui peut nous aider. Comme il est dit dans la parole, dans les psaumes, si l'Éternel n'en garde, celui qui garde, garde en vain. Si l'Éternel n'en bâtit, celui qui bâtit travaille en vain. Même son de cloche, ici également à la cathédrale. Une prière dirigée par le cardinal himself. Ici aussi, on a prié pour l'unité, la paix et la justice dans notre pays. Inviter les chrétiens justement à redoubler d'efforts dans la demande des messes, dans la participation aux Eucharisties et aussi la prière du rosaire chaque jour, une intention de prière, une dizaine de chapelets pour invoquer la mère de Jésus et notre mère, la reine de la paix, pour qu'elle intercède auprès de son divin Fils pour nous. Je suis convaincu que Dieu Tout-Puissant nous écoutera, saura exaucer nos prières et que cela contribuera à ramener ceux qui sont égarés ou ceux qui ont des intentions violentes à la raison. Les musulmans, pour leur part, invoquent avec insistance la clémence d'Allah pour que le Burkina Faso retrouve la paix, la sécurité et l'unité si nécessaire pour une vie en communauté. Nous avons demandé dans toutes les mosquées de lire le Coran et de prier pour que la paix revienne au Burkina Faso. La prière est la solution à tous les problèmes qui minent notre société. Que Dieu nous épargne de ces actes terroristes. En marge de cette union de prière, un jeûne officiel a été observé sur toute l'étendue du territoire national. Autre actualité, le président du Faso est attendu au Japon le 18 novembre prochain pour une visite d'État. En amont, les partenaires japonais se mobilisent pour parler davantage coopération. Les responsables de l'Agence japonaise de coopération internationale et de l'Organisation du commerce extérieur du Japon sont à la tâche à Tokyo où se tient en ce moment même la réunion ministérielle préparatoire de la TICAD 7. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Burkina Faso participe à la rencontre. Le compte rendu de Draman Dadian. Le Burkina frappe à la porte de ses amis et partenaires japonais. 20 minutes d'échange avec le docteur Katsumi Hirano,
patron de l'Organisation du commerce extérieur du Japon. Et le chef de la diplomatie burkinabé ressort conforté. JETRO est chargé d'assister donc les entreprises japonaises vers l'exportation en termes d'investissement. Et JETRO va assister le Burkina Faso dans l'organisation d'un forum d'affaires entre le Burkina Faso et le Japon, à l'occasion donc de la visite du président Roch-Marc Christian Kaboré du 18 au 21 novembre ici à Tokyo. De bonnes nouvelles en perspective pour les opérateurs économiques des deux pays. Autre audience, celle accordée par le président de la JICA. L'agence japonaise de coopération internationale soutient déjà le Burkina dans plusieurs domaines. Des acquis certes, mais le gouvernement burkinabé attend davantage de son partenaire. Vous savez, la JICA est assez présente au Burkina à travers donc 3 secteurs principaux, l'éducation, la santé, l'agriculture, mais aussi les infrastructures. Donc nous sommes venus plaider pour d'autres projets, notamment en termes d'infrastructures scolaires, comme la construction des ENEP. Autant de doléances soumises à l'équipe de Chimichi Ketouaka a décidé à faire de la JICA un partenaire privilégié du Burkina. Retour au Burkina Faso et nous parlons maintenant éducation avec la rentrée scolaire des élèves vivant avec un handicap. L'éducation inclusive est une réalité qui gagne du terrain au Burkina Faso, non sans certaines difficultés assez objectives. Alors, comment se passe concrètement cette rentrée scolaire des enfants sourds et des entendants? Comment peuvent-ils s'entendre? Comment peuvent-ils suivre des cours dans une même classe? Nous nous sommes rendus au Centre d'éducation de formation intégrée des sourds et entendants, l'une des premières écoles privées inclusives au Burkina Faso, pour quelques éléments de réponse. Suivons ce dossier que nous proposent Kwale Nebié et Maïmouna Traoré. Dans la cour de récréation du CEFIS, le Centre d'éducation et de formation intégrée des sourds et entendants, un établissement scolaire privé qui fait de l'éducation inclusive sa raison d'être. Ici, les élèves entendants et sourds communiquent et se comprennent parfaitement grâce au langage des signes. Les autres et les malentendants faisaient le signe entre eux. Non, on ne fait pas la bagarre, on s'aime entre nous. Et on travaille en groupe. Avant de rentrer, on s'assoit deux pour nous partager, on s'échange les cahiers là pour réciter entre nous. L'initiation au langage des signes commence dès le CP1. À ce stade, les sourds prennent des cours séparément et c'est la phase de toutes les difficultés. À la maison, papa et maman, après l'accouchement, l'enfant grandit et on l'envoie à l'école. Et nous, pour communiquer avec cet enfant, c'est difficile. Ton nom, et l'enfant ne sait pas. Debout, il ne sait pas. Assis, il ne sait pas. L'apprentissage, là, c'est pas simple. Puisque nous les enseignons comme les autres enfants normaux. Donc, mais avec eux, on doit signer. On signe avec ces enfants-là pour qu'ils comprennent. Puisque c'est le même programme, et comme dans les écoles classiques. Il y a d'autres qui ne sont pas seulement des malentendants. Ils ont d'autres handicaps. Avec ces enfants, vraiment, il faut aller lentement avec eux. Avec le temps, ils arrivent à assimiler. À partir du CE1, l'enfant est apte à suivre les cours avec ses camarades entendants. Avec la langue des signes, on les aide à faire des exercices. Les leçons, on traduit en leur langue. Cette complicité entre élèves, conjuguée aux efforts du corps enseignant, permet d'obtenir de bons résultats aux examens. Nous avons présenté plus de 23 sourds. Ils ont tous réussi. Des résultats qui ont fini par convaincre les plus sceptiques que les handicapés auditifs peuvent réussir à l'école. Mais certains parents ne s'y prennent pas tôt. Nous rencontrons des difficultés liées au fait que beaucoup de parents viennent à la dernière minute nous acculer et ça fait une pression énorme. Et quelquefois, lorsque nous sommes obligés de référer certains enfants parce que nous ne pouvons pas
ici prendre en charge son cas. Bon, certains parents pensent que en fait c'est un rejet. Et puis il y a également beaucoup d'élèves qui n'ont pas encore leur fourniture scolaire. Sur la question des fournitures scolaires, l'établissement interpelle les premiers responsables en charge de l'éducation au Burkina Faso. On donne les fournitures scolaires aux écoles publiques. Et les écoles privées ont droit au manuel scolaire. Maintenant, nous accueillons des enfants en situation de handicap. Beaucoup d'enfants ont des difficultés pour avoir ces cahiers, pour avoir ces livres, mais nous n'avons pas ces manuels. Nous demandons vraiment qu'il y ait une dérogation à notre égard. Les cours ont commencé au CEPIS le 27 septembre et tous s'activent pour une bonne moisson en fin d'année. Oui, et puis la prise en compte de la culture dans l'éducation et l'enseignement, le pari est également en passe d'être tenu. Le Burkina Faso dispose désormais d'une stratégie de valorisation des valeurs culturelles dans le système éducatif national. Le ministère en charge de la culture qui porte le projet présente à Bobo Dioulasso les résultats d'une étude sur ces valeurs. Drissa Traoré, Moussa Sano. Le Burkina dispose désormais d'un document sur les valeurs culturelles de référence. L'étude commanditée par le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme est présentée ici aux différents acteurs. Il est ressorti donc de tout ce travail de fouille qu'il y a des valeurs qui sont considérées comme fondamentales pour le Burkinabé et qu'on retrouve un peu partout dans toutes les régions administratives et dans toutes les régions culturelles du Burkina. Vous avez des valeurs comme l'amour de la patrie ici, l'amour du travail, le respect et le respect sous toutes ses formes, le respect des aînés, le respect de la nation, le respect des normes des sociétés. Vous avez donc des valeurs également comme le courage, vous avez des valeurs donc comme la fraternité, comme la solidarité. Cette présentation des résultats de l'étude sur les valeurs culturelles de référence suscite ici des débats que le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme entend poursuivre. Nous allons inscrire dans notre programme de travail, dans notre agenda, plusieurs espaces d'échange, plusieurs conférences sur la question des valeurs. De sorte que ces valeurs qui ont été identifiées sur l'ensemble du territoire burkinabé comme étant des valeurs partagées par les Burkinabés, que ce soit davantage connu, que ce soit davantage partagé, que ce soit davantage pratiqué. Cette étude sur les valeurs culturelles de référence a déjà été validée et adoptée par le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. Elle entre dans le cadre de la mise en œuvre des stratégies de valorisation des arts et de la culture dans le système éducatif burkinabé. Agriculture maintenant, le projet gestion durable des sols dans le système de production de l'igname apporte sa réponse aux problèmes environnementaux causés par la production intensive de ce tubercule. Le projet exécuté depuis 2015 dans le sud-ouest devrait prendre fin en 2020. Une évaluation à mi-parcours, donc à mi-hebdo, permet d'espérer une plus grande adhésion des producteurs au programme. On fait le point de la journée d'information avec Madou Ouedraogo et Hadi Sandamba. Face aux autorités locales et partenaires, les responsables du projet YAM6 s'adonnent ici à un exercice de redevabilité. C'est une séance d'information sur les acquis du projet après 4 années d'exécution dans la commune de Midebdo. YAM6 est un projet sur la gestion durable des sols dans le système de production de l'igname qui est exécuté simultanément en République de Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. La production de l'igname connaît beaucoup de problèmes, parmi lesquels la dégradation de la fertilité des sols apparaît comme un problème majeur. Et donc face à cette situation, il nous fallait venir chez les paysans pour leur apporter des innovations en termes de gestion de la fertilité des sols. Nous sommes venus rencontrer les paysans et nous avons discuté ensemble des solutions qui peuvent s'inscrire dans leur contexte de production. On a fait beaucoup de formations, on a formé directement des paysans, on a formé également des techniciens agricoles. Sur le terrain, les résultats sont palpables. À titre illustratif, après l'exposé, c'est ce champ école qui a été visité par les autorités locales
et les partenaires en vue d'une meilleure appréhension des acquis du projet. Quand nous sommes arrivés, nous nous sommes mis sous la coupole de ces autorités et donc nous nous sommes dit qu'il était important de régulièrement leur rendre compte de ce que nous faisons sur le terrain avec les populations. Mais de profiter aussi de cette occasion pour leur demander, réitérer chaque fois ce qu'on attend d'eux. Ce qu'on attend d'eux, c'est quoi? C'est de la sensibilisation, c'est de l'information, c'est de la motivation. Le projet YAM6 a été mis en place en 2015. Il est prévu pour s'exécuter jusqu'en 2020. Au Burkina Faso, ce sont les communes de Léo et de Médebdo qui sont concernées par le dit projet. Le projet d'amélioration de l'accès aux services de l'eau, d'hygiène et d'assainissement dans le Grand Ouest du Burkina Faso, lui, arrive à son terme en décembre prochain. Et à l'heure du bilan, c'est plutôt une note de satisfaction qui s'affiche. À Bobo Dioulasso, le comité technique de suivi parle aussi pérennisation du projet. Reportage Mané Kanye, Siriki Milogo et Ismaël Saturnin Paris. Image à l'appui, le coordonnateur du projet d'amélioration de l'accès aux services d'eau potable, d'hygiène et d'assainissement dresse le bilan des activités. Un projet qui intervient dans 5 communes des Cascades et des Hauts-Bassins. Et de cette communication, il ressort qu'à 3 mois de la fin, les résultats sont perceptibles sur le terrain. Dans le domaine de l'assainissement, c'est environ 2300 latrines familiales attendues. Nous sommes actuellement à presque 2400 latrines réalisées, soit plus de 100% de taux de réalisation. Alors en termes également de réalisation des ouvrages d'eau potable, nous avons déjà bouclé 54 réhabilitations de forages et réalisé plus de 60 forages optimisés au profit donc des bénéficiaires. Et également, pour ce qui concerne donc les activités de sensibilisation pour le changement de comportement, nous avons déjà atteint presque tous nos objectifs. Réunis autour de la table, les membres du comité technique de suivi du projet diagnostiquent les difficultés, proposent des pistes de solutions pour des perspectives envisageables. Les résultats de cette 3e session-là, nous allons partager avec l'ensemble des partenaires pour voir si on peut en tout cas jeter des bases pour des perspectives, pour en fait la suite en fait de ce projet-là, pour en tout cas contribuer à renforcer les acquis qui sont déjà perceptibles en fait au niveau des communautés. C'est en janvier 2016 que le projet d'amélioration de l'accès aux services d'eau potable, d'hygiène et d'assainissement a vu le jour. Banfora, Berega Dougou, Mousso Dougou, Penny et Toussiana en sont les bénéficiaires. Actualité hors de chez nous, dimanche électoral au Cameroun. On vote donc ce dimanche pour élire le prochain président. Les bureaux de vote sont donc ouverts depuis ce matin et les électeurs peuvent choisir entre 8 candidats dont le président sortant Paul Biya qui brigue un 7e mandat. Les autorités se veulent rassurantes. Côté sécurité, donc, des dispositions sont prises pour le bon déroulement de l'élection. Un scrutin qui s'annonce donc non sans une certaine inquiétude côté anglophone surtout. Par contre, au Brésil, les électeurs sont également aux urnes ce dimanche pour le premier tour de l'élection présidentielle, marqué par une percée de l'extrême droite avec son candidat Jair Bolsonaro, favori des dernières enquêtes d'opinion. Son principal challenger, Fernando Haddad, le candidat du Parti des travailleurs, a peiné à rassembler l'électorat populaire de Lula da Silva qui le remplace. C'est donc un scrutin plutôt incertain. C'est l'élection la plus incertaine qu'ait connue le plus grand pays d'Amérique latine. Alors à la veille du scrutin, les militants de tous bords continuaient de faire campagne dans les rues. Ce dimanche, le Brésil ira aux urnes pour le premier tour de l'élection présidentielle. Grand favori, le candidat d'extrême droite, Jair Bolsonaro. Ce nostalgique de la dictature militaire promet d'en finir avec une criminalité record et l'argument fait mouche. Un dernier sondage lui accordait ce samedi près de 37% des voix, 12 points devant Fernando Haddad. Le candidat du Parti des travailleurs est entré tardivement en campagne pour remplacer l'inoxydable Lula, emprisonné pour corruption, et il peine à rétablir la crédibilité d'un parti accusé de tous les maux dans ce pays éreinté par la récession, le chômage de masse et les scandales à répétition. Lors du dernier débat, Jair Bolsonaro aura de nouveau brillé par son absence. Poignardé début septembre, il a concentré sa campagne sur les réseaux sociaux.
Voilà, on s'arrête ici pour les actualités de la mi-journée de ce dimanche. Toute l'équipe de coordination et de réalisation du 13h se joint à moi pour vous dire merci de nous avoir reçus chez vous. Je vous souhaite à tous et à chacun un dimanche paisible où que vous soyez.